Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur BNews 1. C'est votre programme Obama Time qui est ma première livraison de la semaine. Et ce jour, on vous amène dans un domaine qui vous paraîtra peut-être nouveau, que vous ne connaissez peut-être pas. Mais dans tous les cas, tous ensemble, ce soir, on va séjourner dans l'économie circulaire dans notre pays. De quoi il s'agit? En quoi est-ce que l'économie circulaire est différente de l'économie linéaire? Quel est l'enjeu de cette économie pour notre pays, le Cameroun? Quelle est la portée de l'économie circulaire dans notre pays? On essaiera ce soir de comprendre ensemble ce que cela peut apporter dans notre pays. Quels sont les acteurs qui sont déjà présents dans le domaine? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Toujours dans le domaine. C'est vrai qu'on n'aura pas aujourd'hui le ministère de l'Environnement. Le directeur qui était censé être avec nous s'est excusé à la dernière minute. Dans tous les cas, on a des panélistes qui ont l'expertise de l'économie circulaire sur le plateau. Nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, le privilège d'avoir avec nous ce soir sur le plateau un professeur d'université, le professeur Esso Elamé. Il est enseignant des universités, il est enseignant à l'Institut des relations internationales du Cameroun, enseignant à l'École nationale supérieure des travaux publics et également à l'UIT de Douala. Je pense qu'il collabore aussi avec plusieurs universités occidentales. Professeur, bonsoir. Vous êtes en Italie, c'est bien ça, je ne me trompe pas? Quelle université? L'université de Padoue. Et il y a une autre université avec laquelle vous collaborez? Oui, il y a, bien entendu, dans le cadre de la coopération universitaire, il y a plusieurs autres universités qui sont en contact avec notre université, bien entendu. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci bien. Madame, Monsieur, bonsoir. Le saviez-vous? La valorisation des déchets dans nos villes, allant de la récupération au recyclage, en passant par la transformation en de nouveaux produits finis, chaussures, chaises, vêtements et tessera, limite le prélèvement excessif des ressources naturelles et est créatrice d'emplois. Elle minimise également l'émission dans l'atmosphère des gaz à effet de serre produits par l'exploitation des ressources comme le fer, les forêts, les hydrocarbures. Tous ces avantages contenus dans un seul thème, l'économie circulaire. Mais si on reste sur la loi de Lavoisier selon laquelle rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, alors que le Cameroun avance vers l'émergence, quels peuvent être les enjeux de l'économie circulaire dans cette Afrique en miniature? Ernest Obama et son panel de qualité déroulent leur carte d'experts et explorent tous les contours de la question. Bon débat sur le plateau d'Obama Time. Avec nous sur le plateau de BNews 1, mesdames et messieurs. On va d'abord passer la parole au professeur Esso Elamé. Tout à l'heure, en conférence de rédaction, discuté avec mes collègues. Je confesse que certains ne savaient même pas ce que ça veut dire économie circulaire. Et même dans la rue, quand on demande aux gens l'économie circulaire, tout le monde est perdu. C'est quoi l'économie circulaire? Est-ce qu'on peut séjourner dans la genèse même de ce concept? Ok, merci pour la question. En fait, l'économie circulaire est l'aboutissement d'un très long processus qui a commencé en 1972 avec la conférence de Stockholm, la première conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement. Après un rapport très intéressant, le rapport qui effectivement mettait en évidence le fait qu'il est temps de prendre des mesures parce que les ressources sont limitées, on ne peut pas les consommer à l'infini. Il y a le Club de Rome, avec le Club de Rome qui avait été mis en place, il y a eu une réflexion au niveau international, il y a un travail très intéressant qui avait été produit par des universités du MIT, et ce travail a été le travail de base qui alarmait l'humanité. Parce qu'on partait de l'idée que les ressources ne sont pas épuisables. On peut les utiliser comme on veut. Alors, le constat de 72 amène une prise de conscience au niveau, n'est-ce pas, planétaire, et l'ONU commence à s'intéresser du problème. Ok. Après, en 92, il y a la conférence de Rio. Avec la conférence de Rio, il y a le concept de développement durable qui est mis en place, qui voudrait dire un développement qui permet de subvenir aux besoins des générations présentes en pensant aux générations futures. On était dans une situation où on ne se préoccupait jamais des générations futures. On se dit, on consomme, de toutes les manières, ceux qui viendront vont consommer à leur tour. On nous dit stop.
il faut consommer, mais il faut tenir compte que ceux qui viendront après vous vont consommer. Il fallait donc effectivement commencer à réfléchir du point de vue économique comment ça peut se faire. Ça a été un problème, parce que les industries n'étaient pas d'accord au départ, avec, n'est-ce pas, les contraintes que le développement durable posait sur la table. Il a fallu, avec le temps, que les entreprises commencent à se rendre compte que ça peut aussi être une bonne affaire. La reconversion a commencé. Le développement durable avait prévu quoi? Un pilier de dire on passe de l'économie à l'efficacité économique. C'est pas la même chose. On passe de l'économie à l'efficacité économique. Donc il faut revoir l'économie. Il faut revoir l'économie. Et on commence à remettre en question l'économie linéaire, qui consiste à prendre les matières premières, à produire, consommer et jeter. En faisant cette économie linéaire, elle débouche à quoi? Aux déchets, aux déchets, aux déchets, aux déchets. On ne sait pas vivre avec ce genre de situation. On ne peut pas dire au même moment qu'on voudrait penser aux générations futures et on ne trouve pas une solution pour éviter que les ressources qui ne sont pas renouvelables puissent, n'est-ce pas, être disponibles. C'est ça qui amène donc, effectivement, à une réflexion qui passe d'abord par l'économie verte comme élément intéressant pour rendre l'économie plus efficace. On investit sur l'économie verte. Mais c'était insuffisant. C'était insuffisant. On s'est rendu compte que même l'économie verte ne permet pas de combler tous les éléments. On a donc dit, effectivement, la meilleure manière de faire ça, c'est de boucler. C'est-à-dire qu'on élimine la fin de vie des produits, on transforme la fin de vie des produits en une renaissance des produits. C'est ça qui fait donc l'économie circulaire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que l'économie circulaire ne concerne pas seulement les déchets. Contrairement à ce qui est dit et ce qui est raconté. Non, 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 non. L'économie circulaire, c'est un changement radical de la société. Ça concerne l'énergie. Ah oui, monsieur Obama, l'énergie. L'énergie. Ça rejoint un peu l'exposé qu'on a suivi. Voilà. Ça concerne l'énergie. C'est-à-dire quoi? Comprendre comment on valorise l'énergie, comprendre comment on épargne l'énergie. Je vous prends un exemple simple. Souvent, on vous dit, comme on dit habituellement chez nous, on a coupé la lumière. Mais si vous regardez très bien, entre-temps, ceux qui ont la lumière, qui n'ont pas utilisé l'énergie. Si vous allez voir là maintenant dans les ministères, beaucoup de ministères, les lumières sont allumées. Okay. On a les ampoules qui sont allumées. Alors que bon, ces ampoules qui sont allumées consomment une énergie qu'on aurait pu consommer le lendemain. Donc vous voyez très bien que dans l'économie circulaire, il y a également cette réflexion qui consiste à dire il faut avoir une efficacité énergétique. Une efficacité énergétique. Ça ne suffit pas. Il y a également de l'eau. D'accord. On va donc les éléments de manière globale qui permettent, n'est-ce pas, de parler de l'économie. On va peut-être refaire un tour à l'ambassade de Belgique pour revoir ensemble ce séminaire qui s'est déroulé là-bas justement sur les questions de l'économie circulaire. Et après, on va aller au-delà des premières questions qui ont été posées. À tout à l'heure. L'économie circulaire est axée sur trois grands piliers. Le social, l'environnemental et l'économique. Ici est un exposé sur l'économie circulaire, un projet porté au public par la société Namé Recycling qui bénéficie elle-même de la collaboration avec l'ambassade de Belgique au Cameroun. Cette initiative est venue un peu par hasard d'une rencontre depuis que je suis arrivé récemment au Cameroun avec la société Namé qui est une société belge. J'ai dit, écoutez, c'est tellement intéressant ce que vous faites, surtout que c'est une petite entreprise qui a pris une ampleur en tellement peu d'années. Est-ce qu'on ne peut pas faire un séminaire, une présentation ensemble? À en croire les acteurs de ces trouvailles, l'économie circulaire prise en compte représente une aubaine pour la protection durable de notre environnement. Au Cameroun, plusieurs tonnes de déchets plastiques sont déversés dans la nature au quotidien. La Société anonyme des brasseries du Cameroun à elle seule déverse 13 000 tonnes de plastique par an, ce qui explique son implication dans la promotion de l'économie circulaire. La pollution, les bouteilles qu'on jette dans la nature, ça devient de plus en plus un inconvénient pour la population entière, pour toutes les entreprises. C'est pour cette raison que nous, aujourd'hui, au Brasserie du Cameroun, on a jeté le premier hameçon. C'est la responsabilité de tout le monde. Aujourd'hui encore, on a revu que la solution ne sera même pas juste une solution SABC comme Namé ou SABC avec l'ambassade de Belgique. Ça va plus loin que ça, c'est une action globale. Namé Recycling et l'ambassade de Belgique au Cameroun à travers ce séminaire sur l'économie circulaire qui s'inscrit dans le cadre du développement durable, invitent ainsi tout le monde
à se baser sur les 4 R, c'est-à-dire réduire, réparer, réutiliser et enfin recycler. Alors, prof, vous avez écouté le reportage. Qu'est-ce qui est fait dans le cadre de la sensibilisation? Bon, avant de dire qu'est-ce qui est fait dans le cadre de la sensibilisation, en réalité, le contexte africain voudrait qu'on travaille sur 5 R. 5. Il faut ajouter un cinquième R. Oui. Ce serait Vous lequel? avez la réutilisation et le réemploi. Réemploi. Oui. Alors, et l'économie... Est-ce qu'il n'y a pas déjà le réemploi dans la réutilisation? Non. Il y a la réutilisation et le réemploi. Le réemploi, c'est quand, par exemple, j'ai une bouteille d'eau minérale Tanguy que j'ai achetée, j'ai bu l'eau minérale. Après, qu'est-ce que je fais? Cette bouteille d'eau, je la réutilise pour mettre l'eau potable. Je suis dans le réemploi. Donc, effectivement, l'usage n'a pas changé. L'objet reste, l'usage n'a pas changé. Si vous allez là dehors, dans la journée, au niveau de l'économie informelle, vous verrez qu'il y a énormément de personnes qui font le réemploi. En famille, on fait beaucoup le réemploi. Alors, la réutilisation, par contre, on change la destination du produit. Par exemple, je prends la bouteille d'eau Tanguy et puis après, je vends les arachides. Là, c'est la réutilisation. Ou le foléré ou le Voilà, cousin. là, c'est la réutilisation. Et si vous regardez très bien, dans l'économie camerounaise est énormément ancrée dans le réemploi et la réutilisation. Alors, vous ne pouvez pas trouver une solution dans les pays africains où il n'y a pas encore les normes. Les normes ne sont pas appliquées. Tant que les normes ne sont pas appliquées, on a cette économie-là. On a ces acteurs-là. Alors, donc... Les normes de quoi? Il a parlé des normes tout à l'heure. Les normes de production. Ah, d'accord. En Europe, vous verrez moins le réemploi parce que les normes l'interdisent. De production l'interdisent. On ne sait pas prendre une bouteille et mettre de l'eau pour aller revendre une bouteille, mettre des arachides. Oui, on ne sait pas le faire parce que c'est interdit, les normes ne le permettent pas. Chez nous, on n'est pas encore à ce stade. On a toute une économie qui ne vit que de ça. Donc, chez nous, c'est très important d'insérer le réemploi et la réutilisation. Et il y a surtout la réparation. La réparation. Les cordonniers, les menuisiers, les tailleurs, et bien d'autres acteurs qui, bien entendu, si on a réorganisé l'économie de la valorisation des déchets, ces acteurs ont effectivement leur place. Donc, notre société, c'est une société qui a besoin, effectivement, d'un accompagnement dans ce sens-là. Mais le problème que nous avons, c'est quoi? C'est qu'en réalité, avant encore de sensibiliser les populations, parce qu'il y a un problème de responsabilité, il y a le principe de responsabilité au développement durable. Le développement durable est fondé sur 27 principes. Il n'y a pas de développement durable si vous ne prenez pas en compte les 27 principes. 27 principes. Et l'un des 27 principes, c'est le principe de responsabilité. C'est-à-dire que devant la situation, la responsabilité est celle de l'État. Donc l'État a quelle responsabilité? De mettre en place les politiques publiques dans le domaine. Si vous n'avez pas de politique publique dans un domaine, qu'est-ce qui se passe? Les acteurs s'inventent des solutions pour résoudre un problème. Voilà. C'est un peu la situation en ce moment. Ou, par exemple, par rapport à l'économie circulaire, on n'a pas d'action. D'autres pays ont déjà pris des mesures. Par exemple, ailleurs, il y a eu des lois qui ont été prises sur la transition écologique. Et en matière de transition écologique, ce sont des mesures qu'on prend pour accompagner et reconstruire une nouvelle économie qui est fondée justement sur l'économie circulaire. Ça veut dire avoir une loi de budget qui intègre ces éléments, qui encourage les entreprises qui font le recyclage, parce que son entreprise fait le recyclage et a besoin d'un appui par rapport au recyclage. Mais pour faire le recyclage, ils ont un problème. Ils n'arrivent pas à trouver la matière première. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver la matière première? Parce qu'effectivement, on n'a pas encore une politique publique qui encourage le tri, oblige le tri en matière de pourcentage auprès des CTD, pour qu'on ait les déchets qui sont triés et que les entreprises comme la tienne et d'autres entreprises puissent avoir naturellement la matière première sans trop de soucis, sans trop de gymnastique. Voilà. Madame a posé son problème. C'est l'économie bleue dans son cas. C'est l'économie bleue. Elle est centrée sur une économie de l'eau. Voilà. Et elle mène des activités d'économie circulaire dans le domaine de l'eau. Et là encore, on a besoin des politiques publiques. Donc en fait, le véritable problème que nous avons maintenant, c'est un manque de boussole.
il faut la boussole. C'est-à-dire, il faut clairement définir les enjeux. Alors, ce qui est problématique dans le contexte camerounais, c'est que malheureusement, la SND 30, qui est notre boussole actuelle... Elle ne prend pas en compte l'économie circulaire. Bon, je ne vais pas dire ça comme ça. Disons qu'elle ne met pas ce qu'on se sera attendu en termes de contenu, en termes de perspective, en termes d'accompagnement des acteurs. Vous avez un autre problème, même s'il y a des politiques publiques. Si vous n'avez pas un capital humain, vous êtes à côté. Et lui, l'entreprise, il peut également l'attester. La difficulté de trouver des personnes hyper qualifiées dans le domaine. Ce sont des domaines qui sont très sensibles. On doit être hyper qualifié pour accompagner et créer l'innovation dans ce domaine. Et là encore, on a des difficultés parce qu'effectivement, la formation dans le domaine de l'économie circulaire est peine à démarrer. On l'a commencé à l'IRIC avec un master en management environnemental. On le fait à l'ENSTP avec des formations qui ont été mises en place avec le partenariat italien avec mon université et l'école des travaux publics. Mais c'est insuffisant par rapport à la demande. Ce qu'on forme ne représente rien par rapport à la demande. Une ville comme Yaoundé, quand vous avez autour de 4 millions d'habitants, vous devez avoir 1000, 1500 experts ingénieurs spécialisés sur ces questions que les entreprises devaient prendre rapidement parce que toutes les entreprises sont obligées elles-mêmes aussi, d'après le principe pollueur-payeur, de prendre en charge l'élimination de leurs déchets, de payer pour cela et de prendre en charge l'élimination de leurs déchets à travers l'internalisation des externalités. Vous faites comment quand vous n'avez pas un capital humain formé dans ce domaine? L'économie circulaire, je veux dire. On ne peut même pas encore dire que c'est une économie circulaire. C'est quoi alors? Potentiellement, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui démontrent que nous sommes dans une société très dynamique du point de vue de l'économie circulaire. Il y a beaucoup d'exemples. En termes de bonnes pratiques sur l'économie circulaire, il y a énormément d'acteurs qui travaillent, énormément. Ceux qui font des mamies à cocotte, ceux qui font plein de choses, il y a énormément de bonnes pratiques. Mais toutes ces bonnes pratiques sont dans l'économie informelle. Toutes ces bonnes pratiques n'ont aucun accompagnement structurel. Donc le problème de notre pays, c'est quoi? C'est de reconnaître une économie, reconnaître les acteurs, créer les conditions pour que le travail se passe dans de bonnes conditions dans ce domaine-là, accompagner ces acteurs à devenir des petites et moyennes entreprises. Alors, Jean-Pierre, est-ce qu'on n'est pas là, justement, dans les prérogatives du ministère des PME? Alors, bon, moi je suis un chercheur, vous me posez un problème, moi je vous dis, en tant que chercheur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le collègue a parlé de la stratégie, il y a une stratégie qui existe, elle est dépassée par rapport au contenu, elle est dépassée par rapport aux enjeux de 2030-2035. Donc on voit les villes qui sont sales, parce qu'effectivement, on ne sait pas quoi faire des déchets. Donc il y a un problème de précollecte. Le problème de précollecte, ça renvoie à l'économie circulaire. Donc en fait, le véritable problème c'est, quelle est l'orientation qu'on se donne en matière de politique? Ensuite, quelle est la meilleure stratégie qu'on met en place? Et puis, comment les acteurs travaillent sur le terrain? On coordonne tout cela. Après, qui doit intervenir? Au niveau de l'État, il y a déjà des acteurs qui commencent à réfléchir par rapport à ça. Nous, ce qu'on a constaté en tant qu'université, en tant que chercheurs, c'est qu'en fait, nous avons un potentiel énorme en matière de bonnes pratiques qui existent dans l'économie. Mais qui est mal exploité ou sous-exploité. Qui n'est même pas encore. On ne peut pas dire que c'est déjà exploité en tant que... Les acteurs se battent à leur niveau, créent des opportunités à leur niveau pour effectivement essayer de suivre. Or, le véritable problème qu'il y a, c'est quoi? C'est structurer le secteur. Accompagner la formation dans ce domaine, accompagner la création de très petites et moyennes entreprises pour l'instant. On a besoin de très petites et moyennes entreprises. Je vais vous prendre, allez au quartier Makéa à Douala. Le quartier Makéa, c'est la capitale du Cameroun en fabrication de mamie ma cocotte. La capitale du Cameroun. Allez voir comment les gens vous fabriquent des mamie ma cocotte. Selon vous, est-ce qu'il y a un mariage qui peut se faire au Cameroun, une d'autre qui peut se faire au Cameroun sans une mamie ma cocotte? Non. Posez-vous la question, on les fabrique où? Dans l'informel. Et dans quelles conditions? Donc en fait, vous avez comme ça plusieurs acteurs. Allez à Maroua, il y a le savon Galaka, que tout le monde utilise à Maroua. C'est fabriqué comment? Par les rejets de la soude de coton qui sont recyclés par les femmes pour fabriquer un savon. Un savon qui aurait pu être le savon de Maroua, dans un contexte plus approprié. Donc il y a un problème d'accompagnement. Et quand on parle d'accompagnement, on ne demande pas, c'est pas des projets de plusieurs millions de francs CFA. C'est tout simplement dire, on reconnaît les acteurs, on les accompagne, et que les acteurs progressivement entrent en puissance en réalisant leur activité,
et que les acteurs et que les populations se reconnaissent par rapport à ces activités. Et c'est comme ça qu'on aura un contexte qui est beaucoup plus fluide, hein, et qui est séduisant du point de vue de développement durable. D'accord. C'est vous qui avez la parole, vous allez le dire une seule fois. Est-ce qu'on peut faire un lien entre l'économie circulaire, globalement atteindre l'économie durable et la protection de la nature? Je pense qu'on y est. Alors, si on y est, si c'est le cas, qu'est-ce que ça vaut, nos petits efforts quotidiens face à ceux qui polluent de manière extraordinaire le monde entier? Bon, je crois qu'il y a deux situations. La première, pour revenir à ce que vous étiez en train de dire, la question de l'éducation est centrale. Ouais. Et en matière d'éducation, il y a déjà un ODD qui le prévient. En fait, on doit faire l'éducation de développement durable. Éducation de développement durable. EDD, éducation de développement durable. D'accord. En principe, si toutes les écoles faisaient l'éducation de développement durable, dans l'éducation de développement durable, vous avez l'éducation à l'environnement. Hein? Si dans toutes les écoles, on avait des programmes scolaires qui orientaient, qui obligeaient le nombre d'heures à faire en éducation de développement durable, et avec la décentralisation, on demandait aux collectivités territoriales décentralisées d'utiliser les ONG locales pour la sensibilisation par l'action. Beaucoup de choses vont changer. Parce que les maîtres d'aujourd'hui ne sont pas préparés à éduquer au développement durable parce qu'ils n'ont pas été formés eux-mêmes. Par contre, une ONG militante qui sait faire son boulot, comme les océans. Voilà. Oui, justement, peut arriver dans une école, mobiliser les élèves, faire la sensibilisation, ils font la descente sur le terrain, voir effectivement comment on nettoie, ça reste dans l'esprit de l'enfant. Donc c'est clair, on a un problème. L'éducation de développement durable n'est pas, nous sommes aussi dans une phase initiale, où au niveau des ministères concernés, on débat sur la question. Mais il faut aller vite. Parce que par rapport au niveau de l'UNESCO, on va très vite aujourd'hui. Hein, le progrès qu'on a fait en matière pédagogique et didactique, sur les questions éducatives, sur l'intégration du développement durable dans l'enseignement, de manière transdisciplinaire et interdisciplinaire, est tel que nous avons besoin de ça. Parce que tout ce que vous parlez aujourd'hui là, tout ce que vous posez comme problème, la sensibilisation, bien entendu, elle part d'abord de l'école. Mais on ne va pas inventer des enseignants. On doit étudier les enseignants qu'on a. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revisiter les programmes. Il faut faire les recyclages des enseignants. Il faut faire à ce que le mouvement associatif aille vers l'école. Et qu'au niveau des CTD, il y a une véritable sensibilisation. Voir par exemple que la journée mondiale de l'environnement soit une journée qui est fêtée dans les villes à travers la contribution des écoles, des enfants qui défendent la nature, qui défendent l'environnement. C'est le premier problème. Parce que, écoutez une chose, hein, si vous voulez qu'il y ait tri des déchets, ce n'est pas vous qui le ferez, M. Bamachevo. Non. Ça sera très difficile. Votre enfant, quand il aura compris comment ça fonctionne, il va vous dire, papa, il faut le faire. Sinon, à l'école, ma maîtresse ne sera pas contente. Je dois lui dire qu'est-ce qu'on a fait en matière de tri des déchets. Donc, si vous apprenez aux enfants comment on trie le déchet, et qu'au même moment, vous introduisez dans les maisons, ok, le tri, les enfants vont le faire. Donc, il y a un problème. L'éducation, ça va de pair avec les politiques publiques qu'on met en place. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'en fait, nous sommes coincés parce qu'il y a une volonté politique d'engager, de faire la réforme. Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est comment la faire pour qu'on aille vite et on soit au rythme des autres. Voilà. Et donc, c'est à ce niveau qu'il y a tout un travail à faire. Et les questions environnementales, elles sont centrales. La question de la fiscalité, par exemple. La question de la fiscalité. Vous ne pouvez résoudre la question de la fiscalité qu'au niveau local. Le citoyen lambda habite quelque part. Et quand il produit ses déchets, c'est dans un territoire bien précis. Donc il est géolocalisable. Si une commune décide d'appliquer le principe pollueur-payeur à 800 ménages, à 1500 ménages, à 3000 ménages qui sont géolocalisés, mais écoutez, les gens payeront la taxe de déchets normalement. Ce n'est pas normal que l'État supporte le paiement des déchets, la taxe des déchets. Ce n'est pas normal. Le problème des déchets n'est pas un problème national, c'est un problème local. Il y a la politique qui oriente et après les CTD appliquent ce qui est demandé. Dans le principe pollueur-payeur, vous voyez très bien que si on implique les collectivités territoriales décentralisées et on est rigoureux par rapport aux entreprises, parce que les entreprises sont un peu n'importe quoi en matière, n'est-ce pas, de pollution.
Si on est beaucoup plus strict, on applique le principe pollueur-payeur avec les entreprises, on oblige aux entreprises d'internaliser leurs externalités, vous verrez bien que progressivement, les acteurs auront beaucoup de travail à faire. Et demander aux entreprises, par rapport à la responsabilité sociétale, de financer les activités des associations, du mouvement associatif. Et oui, parce que c'est trop facile de dire on est une entreprise éco-responsable. Mais alors, avec n'est-ce pas, les parties prenantes, mobilisez-vous, investissez, accompagnez les organisations qui font un travail remarquable de bénévolat et qui ont besoin d'un accompagnement. Ce n'est pas ce qu'on voit exactement sur le terrain. On voit des acteurs qui s'impliquent, mais qui ont l'impression qu'on les abandonne au territoire et qu'on les abandonne le terroir. Regardez les éco-chiffonniers. Le nombre de personnes, tous les jours, qui passent de poubelle en poubelle, aller chercher le bon déchet qu'on doit, n'est-ce pas, valoriser. Ça devrait nous interpeller. Ce ne sont pas des fous. Ce sont des gens qui ont compris que les déchets sont une ressource, sont une matière première à valoriser. Qu'est-ce qu'on fait? Le métier d'éco-chiffonnier, on veut l'avoir ou pas? On a inventoré effectivement les métiers verts, les métiers durables qu'on devrait accompagner. Le cordonnier devrait être formé pour faire bien son travail. Alors quand on dit qu'il faut réduire la production des déchets, pour réduire la production des déchets, écoutez, au Cameroun, 80% des déchets sont des déchets fermentescibles. Ça veut dire qu'en langue simple, vous les abandonnez, vous revenez un mois après. C'est bien un déchet. Alors, si c'est 80% qui sont fermentescibles, et on vous dit que là, ils sont fermentescibles et produisent quoi? Et peuvent permettre de produire de l'engrais. De l'engrais. Écoutez, pour un pays qui veut être un pays agricole, est-ce qu'il y a une réflexion à faire? Il n'y a pas de réflexion à faire. L'option est là. Les 80%, si on prend ne serait-ce que 40%, et on fait du compost, on alimente notre agriculture. On n'a pas besoin de prendre la matière organique pour, n'est-ce pas, récupérer de l'énergie. On n'a pas besoin. On a besoin d'accompagner l'agriculture. On a besoin d'une agriculture qui est une agriculture bio. Et par conséquent, on devrait rapidement rendre nos vies propres si on prend d'autres options en disant, on fait le tri. La matière organique, elle va au compostage. Le reste, elle va en décharge. D'accord. Vous verrez que la situation serait mais prof, oui. c'est tellement beau et agréable à l'écoute tout ce que vous dites. Mais les collectivités territoriales décentralisées, à la tête, on a qui? On a un maire qui ne comprend rien à la problématique de l'économie circulaire. Oui. Et c'est là où je suis peut-être d'accord avec vous sur le centre qui doit être l'éducation. Et même à ce niveau, j'ai l'impression qu'on a pris le chemin inverse. On a commencé par le haut, alors qu'on devrait commencer par le bas, comme il le propose. Si, dès le bas âge, dès la CIL, on dit qu'il y a une matière qu'on appelle l'environnement, comment la protéger? Comment le protéger autant pour moi? Au fur et à mesure que l'enfant avance, on lui donne des modules avancent et on peut avoir un bac sur l'environnement. Spécialiste bachelier, spécialité environnement. Celui-là, s'il ne poursuit pas ses études au supérieur, il peut être utile à la collectivité. Mais malheureusement, j'ai l'impression que cette problématique, elle ne doit pas seulement être portée par le ministère de l'Environnement. C'est une problématique qui est plurielle. C'est tout le gouvernement qui devrait la porter. Je me trompe peut-être C'est depuis 10 ans que ce master existe. Je crois que c'est l'un des meilleurs masters du Cameroun. Et là aussi, en fait, en tant que migrant, j'ai pris conscience du problème parce que vous êtes migrant? Je suis, puisque moi je vis en Italie. Donc, d'accord. Depuis 25 ans, je vis en Italie et donc moi je fais la migration circulaire. Donc, ce sont des opportunités que j'ai développées en tant que migrant au Cameroun. Et l'Institut des relations internationales du Cameroun a effectivement a collaboré pour la mise en place de ce master. Et aujourd'hui, c'est un master qui fonctionne très bien au sein de cette institution. Les étudiants qui font management environnemental, alors qu'est-ce qu'on fait comme formation? En management environnemental, on fait la RSE. On fait le management durable. Ce que c'est que être un manager de la durabilité. On aborde également toutes les questions qui concernent les certifications ISO. ISO 9001, ISO 14001, ISO 26000. Autre élément qu'on apprend, la mobilité durable. Comment on conçoit une stratégie de mobilité durable au sein d'un territoire. Ensuite, il y a une formation sur la rudologie. La rudologie, c'est la science des déchets.
de gestion des déchets. Et voilà en dehors de ça, vous avez toute une formation de base sur la planification stratégique. On ne sait plus aujourd'hui parler de développement durable sans faire la planification stratégique. Le problème que nous avons dans notre pays, dans d'autres pays africains, c'est que pendant très longtemps, on n'a pas planifié. Et donc, maintenant, repartir sur la planification, c'est difficile parce qu'on avait perdu l'esprit de planifier. Or, la planification est indispensable. Et puis après, il y a une formation aussi intéressante qui est sur l'ingénierie de développement durable. Sans oublier les études d'impact sur l'environnement, qui sont également abordées au cours de cette formation, sans oublier les formations sur la gestion durable des forêts. C'est également un problème énorme. Parce qu'il lui parlait tout à l'heure des générations futures. On doit se poser une question. Est-ce que notre forêt, on a fait suffisamment de réflexion pour dire qu'est-ce qu'on laisse aux générations de 2100 2100, ça veut dire qu'il faut calculer aujourd'hui et se dire, voilà le stock de ressources, par rapport à ce stock de ressources, par rapport à ceux de 2100, voilà le stock qui est réservé. Quel que soit le problème, quelle que soit la famine des Camerounais, ce stock, il doit rester là pour les générations futures. Si vous ne faites pas ce genre d'opération, c'est un problème. Regardez les questions qui concernent effectivement l'eau. Il disait tout à l'heure, on a l'impression que nous avons tellement de l'eau. Mais ce n'est pas vrai. C'est vrai, mais quand on regarde la pollution des eaux en milieu urbain, on voit très bien que nos villes ont de moins en moins de cours d'eau et les cours d'eau sont pollués. Et comment faire pour gérer une ville sans, n'est-ce pas, tenir compte de ça? Et ça renvoie à une autre question. Vous ne savez pas faire l'économie circulaire sans l'urbanisme. L'urbanisme est central. Quand vous parlez tout à l'heure de l'économie de la fonctionnalité, vous la faites parce que vous avez créé un contexte. Quand vous parlez de l'économie industrielle, comment faire pour que les entreprises se mettent ensemble de manière complémentaire pour que les déchets de l'un soient les ressources pour l'autre? Si vous n'avez pas un plan d'urbanisme qui est bien fait, qui intègre ça, qui laisse ces espaces-là, ça ne va pas fonctionner. Donc on est dans une thématique qui est très délicate, très technique, et qui voudrait qu'il y ait toute une réflexion d'ensemble. Et tous les pays industrialisés qui sont aujourd'hui en train de faire de bons dans ce domaine, lesquels par exemple? La France, la Belgique, l'Italie, partout maintenant, on a centré tout sur l'économie circulaire. Oui, on a les pays nordiques, ça c'est même encore autre chose. On a orienté tout sur l'économie circulaire parce qu'ils ont fait une loi sur la transition énergétique, certains sur la transition écologique, pour s'arrimer par rapport à cette nouvelle économie-là. Si vous ne faites pas ça, après c'est très difficile. L'éco-conception, qui est encore très important, c'est-à-dire quoi? Passer de l'idée qu'on ne fabrique plus un produit pour le fabriquer. Quand on fabrique un produit, on intègre qu'à la fin, il doit être 100% recyclable. Vous verrez, dans 20 ans, dans certains pays, ce sera terminé avec les produits que vous voyez aujourd'hui. On est dans une autre phase. On forme aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs des ingénieurs éco-concepteurs. On vous dit, ça, à la fin, tout ça doit être 100% recyclable. Ce qui fait que quand c'est terminé, on sait comment toute la chaîne de recyclage commence. Vous voyez très bien que nous, on ne se pose même pas encore ces questions. On doit se poser ces questions parce que quand le chef de l'État dit il faut qu'on soit émergent en 2035, l'émergent en 2035, vous l'avez si tous ces éléments-là, vous les introduisez. Sinon, ça vous bloque l'émergence. Ça vous bloque. Parce que tous les niches potentiellement indispensables pour créer de l'emploi, vous ne les créez pas. Je prends l'exemple des marines à Colcotte. Vous avez une expertise technique qu'on ne rencontre nulle part. Mais elle est formée où? Nulle part. Nulle part. Mais pourtant, on sait très bien qu'il y a une économie autour de ces marmites. C'est un exemple que je prends. Je pourrais prendre comme ça des centaines de cas. Alors, moi, en ce qui me concerne, dans les recherches que je fais avec d'autres collègues, on a codifié le savoir-faire que ces acteurs, n'est-ce pas, de l'économie circulaire informelle ont. Parce que c'est à partir de la codification qu'on peut après mettre en place tout le reste. Aller à Douala, les Cylembroc, il y a plein d'initiatives, il y a plein. Ces acteurs ne demandent que d'être accompagnés convenablement. Moi, je crois que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème qui est de type structurel. On comprend très bien que l'État a pris des engagements. L'État doit savoir comment caler tout cela pour que des choses soient bien définies. Mais ce qu'on dit, c'est qu'on a besoin de la force qui provient surtout également des jeunes. Parce que nous formons des ingénieurs. Nous formons des experts sur des questions environnementales. Il faudrait donc qu'il y ait une mise en synergie de tout cela. Et surtout, il faut également qu'on quantifie le besoin réel dans ce domaine. Vous savez, ces métiers-là, il faut quantifier quel est le capital humain qu'on a besoin dans ce domaine.
Parce que si vous ne quantifiez pas, vous ne pouvez pas. Son domaine, par exemple, c'est un domaine qui porte à 10 millions d'autres domaines. La fabrication des tables, la fabrication des tuyaux pour le BTP et ainsi de suite. Son domaine, là, son domaine, si vous prenez le plastique, vous l'amenez là-bas. Avec ce plastique, on est capable de fabriquer plein, même les vêtements. Même les vêtements, même les maisons. Même les maisons. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous ne vous dites pas, j'ai pris l'option d'investir dans ce domaine, d'accompagner les acteurs dans ce domaine, parce que c'est une économie qui est d'ailleurs endogène. Parce que les acteurs sont ici, les acteurs vivent ici, utilisent le savoir-faire d'ici, et puis leur avenir, c'est ici. Donc quand vous investissez là-dessus, vous êtes dans un domaine sûr. Ce n'est pas des gens qui vont fuir pour aller partir ailleurs. Ils sont dans leur projet et méritent aucun accompagnement. Moi, je crois que l'État gagnerait à s'intéresser véritablement de l'économie circulaire à travers un débat de fond. D'accord. Merci au professeur Issou Elamé. J'ai beaucoup de messages de ceux qui nous suivent sur Internet certains d'entre eux sont vos étudiants et d'autres qui apprécient bien votre travail, vos interventions sur le plateau aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été là. On espère vous avoir encore parce qu'on est en discussion avec nos amis de Namé, peut-être pour mettre en place une tribune qui permettra qu'on puisse sensibiliser les Camerounais, et même au-delà du Cameroun, puisque BNews est sur StarTime et qu'on est vu partout en Afrique, pour sensibiliser le peuple africain sur l'enjeu de l'économie circulaire et sur les problématiques actuelles, notamment la préservation de notre écosystème.